Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo donc je suis ravie de vous tourner celle-ci. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture spécial prix littéraire de l'imaginaire Booktube. Avant de commencer cet update, je veux faire un petit disclaimer juste pour vous dire que les vidéos sur la Nouvelle-Zélande arriveront bientôt vers fin septembre, début octobre, puisqu'elles demandent énormément de préparation par rapport aux vidéos que je fais habituellement. Donc elles arriveront bientôt, je vous le promets. Mais en attendant, je vous présente l'update lecture du PLIB qui, je dois le faire rapidement puisque la fin des sélections et du choix du gagnant est le 30 septembre. Donc il faut que je m'y mette à un moment donné. Si vous ne savez pas ce qu'est le PLIB, il s'agit du prix littéraire de l'imaginaire Booktube. C'est un prix qui est organisé par de nombreux booktubeurs et booktubeuses et notamment par le site BooktuberZaps. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos vers le site du prix ainsi que le site de Booktube. Et en fait ce prix tourne autour de la lecture et des romans de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy ainsi que tous les sous-genres qui y sont liés. Et aujourd'hui j'ai été jury cette année et l'année dernière, c'est la deuxième session cette année, et aujourd'hui je vous présente mon avis sur les 5 finalistes. Après 2 grandes sélections de toutes les sorties de 2018 dans le genre, on est arrivé à 5 romans finalistes qu'il faut lire obligatoirement lorsqu'on est jury et lorsqu'on s'inscrit et qu'on s'implique dans le prix. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup aujourd'hui je vous présente mon avis. Les chroniques qui sont liées à tous ces romans seront en barre d'infos aussi et vous les retrouverez donc toutes sur mon blog. Voilà, donc c'est un peu ma vidéo bilan de ce prix littéraire. Et du coup aujourd'hui je vous présente mon avis sur les 5 romans finalistes et j'espère que cet update vous plaira. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est le seul que je vais vous présenter en papier puisque je l'avais déjà avant la sélection du prix littéraire. Il s'agit de Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Ici c'est une autrice que j'ai rencontrée lors des Utopiales de l'année dernière et j'avais été ravie de cette rencontre et j'avais hâte de lire ce roman. Ça a été une bonne lecture mais j'ai ressenti le fait que c'était un premier roman, mais je pense que c'est une autrice qui promet de belles surprises dans les roman à venir. En tout cas dans ce roman on est à la fin du 19e siècle, en 1897 plus précisément, et ça se déroule à Paris. C'est un roman steampunk, on est dans un Paris steampunk où des avancées scientifiques se font sous un dôme qui abrite les puissants, les riches. Évidemment nous on va suivre un personnage qui fait partie des bas-fonds de Paris, qui s'appelle Violante, qui est une prostituée et qui n'a absolument aucune mémoire, et le jour où sa meilleure amie se fait assassiner dans d'étranges circonstances, elle va décider de mener l'enquête malgré le fait qu'elle ne soit pas enquêtrice et qu'elle soit dans une situation un peu compliquée. C'est un roman que j'ai plutôt apprécié, même si pour moi il y a des défauts, mais comme je vous l'ai dit c'est un premier roman et pour un premier roman c'est un roman de qualité. Ici Violente c'est un personnage que j'ai bien aimé suivre, qui amène beaucoup de péripéties, mais par contre je n'ai pas forcément accroché à sa personnalité. Pour moi ça reste un personnage qui est encore beaucoup trop lisse, qui est souvent rejeté des moments d'action, et je m'attendais à un personnage un peu plus badass, un peu plus fort ou avec plus de caractère. Ça reste un bon personnage à suivre, mais voilà, moi j'en voulais un peu plus de personnalité qui ressortent de ce personnage. Concernant l'intrigue, les idées sont très bonnes, les idées de base sont très originales et sont intéressantes, mais pour moi il y a quelques longueurs, ça manque de surprise. Il y a pas mal d'actions, ça c'est indéniable, mais pour moi ça manque de surprise. Certains retournements de situation étaient assez prévisibles finalement, et du coup j'ai une bonne lecture mais sans que ça soit un coup de cœur ou une excellente lecture, mais ça reste une très bonne intrigue, l'intrigue était très sympa. C'est pareil pour l'univers, j'aurais aimé plus de développement encore parce que les idées sont très bonnes, l'univers a l'air terriblement intéressant, mais on reste principalement dans les bas-fonds de Paris et tout ce qui se passe sous le dôme, sous ce monde riche et original. On en apprend très peu et on a envie d'en savoir plus, et pourtant c'est un one shot. Alors je ne sais pas s'il y aura une suite dans cet univers, mais j'aimerais beaucoup parce que honnêtement il y a matière à faire une très bonne histoire. Et concernant la plume de Floriane Soulas, c'est ça qui m'a le plus étonnée, c'est une plume qui est extrêmement travaillée et qui m'a totalement emportée, qui est vraiment fluide tout en étant travaillée et plutôt addictive mine de rien, et je pense que c'est ça qui m'a permis de lire le roman de A à Z sans forcément m'arrêter. Mais voilà, ça reste une très bonne lecture quand même, mais pour moi voilà, il y a quelques défauts par-ci par-là mais qui seront sûrement résolus dans les romans à venir.
Le deuxième roman de cette update, il s'agit du premier tome de la nouvelle duologie de Cindy Van Wilder, une autrice que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Terre de brume, donc le premier tome, Le Sanctuaire des Dieux, publié aux éditions Rajo. La duologie est parue en entier et en fait le deuxième tome est paru cette année si je ne me trompe pas. Ici je vais vous parler que du premier tome. Nous sommes dans un monde où il y a eu une sorte de bouleversement. C'est un cataclysme où en fait on a une sorte de brume toxique qui s'est abattue sur un monde imaginaire. Ici on va suivre deux personnages principaux, deux femmes en particulier, l'une qui s'appelle Hera et l'autre Intisar. Hera c'est une femme qui est en train d'apprendre à maîtriser la magie pour devenir une guerrière, tandis qu'Intisar vient d'une autre île et a d'autres pouvoirs et peut notamment communiquer avec les esprits. Ces deux femmes vont se rencontrer suite à une mission et vont s'allier quand elles vont voir qu'une vague de brume remplie de créatures un peu mortes et vivantes à la fois s'abat sur les îles au fur et à mesure et vont partir en mission pour découvrir l'origine de cette brume et essayer de la combattre. C'est un roman qui est assez court, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, mais pour moi il manque un peu de développement, mais ils promettent de très très bonnes aventures et je me suis plutôt bien attachée à elle finalement. Leur relation elle évolue assez rapidement mais j'ai bien aimé l'évolution qu'elle a. On est dans une sorte de relation à la fois d'honnêteté, de confiance mais aussi d'amour et d'amitié. On ne sait pas trop comment ça va évoluer par la suite mais je suis très curieuse de voir si l'autrice va apporter une certaine nouveauté dans les romans YA avec cette relation. En tout cas voilà, ce sont deux personnages qui pour moi prévalent par rapport à tous les autres personnages parce que les personnages secondaires ne pourront pas forcément intéressés plus que ça, mais c'est vraiment deux personnages principaux qui valent le coup. Concernant l'intrigue en elle-même, il y a de l'action, des rebondissements. Après, pour moi, même si on ne s'ennuie pas tant que ça, le schéma qui est utilisé est beaucoup trop classique et je m'attendais à plus d'originalité de la part de l'autrice. Donc voilà, un schéma d'histoire beaucoup trop classique est déjà vu, des retournements de situation qui de temps en temps sont assez prévisibles et la fin, je m'y attendais beaucoup. C'est pour ça que j'attends de voir ce que va donner le tome 2 puisque les romans sont assez courts. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, je m'attendais à quelque chose de quand même plus original et surprenant, et c'est un peu pareil dans l'univers, c'est-à-dire que l'univers part sur des bases qui sont extrêmement originales et intéressantes, mais pour moi elles sont pas assez développées, ça manque cruellement de développement et de détails, et pourtant l'autrice nous présente des choses qui ont l'air terriblement intéressantes, et j'espère que dans le second tome il y aura plus une explosion de mythologie, puisqu'ici on nous présente des créatures, des mythes qui ont l'air terriblement intéressants mais qui sont peu développés, et j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim du côté de l'univers et du côté de l'intrigue. Pour autant, la plume de Cindy Van Wilder que j'avais découvert dans la saga Les Autres Passeurs, mais aussi dans son roman thriller Mémorex, est toujours aussi travaillée et prenante, même si on ressent ici que c'est un roman jeunesse. On se laisse totalement emporter par la plume qui est fluide et très agréable à lire, donc je lirai ce second tome pour voir si mes attentes sont comblées ou pas, mais en tout cas c'était un premier tome qui a été une bonne lecture dans l'ensemble. Pour le troisième roman, je vais vous parler du Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Ici, c'est un roman vers lequel je ne me serais absolument pas tournée si je n'avais pas dû le lire pour le PLIB, puisque c'est un roman qui est dépeint violent et psychologiquement dur à lire, mais finalement ça a été plutôt une bonne lecture, donc je suis plutôt ravie de vous en parler aujourd'hui. Ici, on est dans un univers où on est sur une île avec 10 clans. Tous les 10 ans, une compétition se déroule avec plusieurs épreuves plus ou moins violentes pour devenir le Dieu Oiseau, et les vainqueurs retournent sur l'île, deviennent les chefs de l'île et peuvent faire une sorte de banquet où ils font subir de nombreuses choses aux perdants de cette compétition. On va suivre ici un personnage qui s'appelle Faolan, qui est un des perdants, qui est le fils du chef perdant des 10 années précédentes, c'est-à-dire qu'il a vu sa famille se faire massacrer lors d'un banquet, je vais pas aller dans les détails mais vous vous doutez bien de ce qui se passe, et lui a été récupéré par le fils du chef vainqueur en tant qu'esclave et a décidé au bout de 10 ans, là il va se passer une nouvelle compétition pour devenir le nouveau chef de l'île et va décider d'y participer malgré le fait qu'il ait peu de chances de réussir, et il va participer en même temps que son maître qui est Torok et qui est donc le fils du chef vainqueur de 10 ans auparavant. Donc ici on va suivre sa quête et le fait qu'il va participer à cette compétition. C'est un roman qui est extrêmement perturbant mais qui a été très intéressant quand même à lire. On va suivre du coup le personnage de Faolan. C'est un personnage que j'ai bien aimé suivre par son développement psychologique. C'est un personnage qui est terriblement intéressant pour voir au niveau de l'évolution de ce personnage, voilà, qui est complexe et prenante. Ça veut pas forcément dire que je me suis attachée à ce personnage, je m'y suis attachée juste par pitié, on va pas se mentir, mais c'est un personnage qui, malgré le fait
qu'il ait vécu énormément de choses, n'est pas forcément ni intelligent ni raisonné, et en fait son seul objectif tourne autour de la vengeance et de la victoire, et ça en fait un personnage qui en fait devient fou au fur et à mesure de la lecture, et c'est ça qui était intéressant, de voir le développement psychologique que Aurélie Wellenstein a apporté à son personnage. Mais ça fait qu'il y a des moments où j'ai pas forcément compris certaines décisions, certains choix de la part du personnage qui ont fait que je me suis pas forcément attachée à lui, mais ça reste un personnage très intéressant à découvrir psychologiquement. Pour ce qui est de l'intrigue, il y a pas mal d'actions, mais en fait j'ai trouvé que l'intrigue était un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y avait énormément de pression, de tension, d'action et de retournement de situation, et d'un coup tout retombait à plat et on avait des longueurs pendant quelques pages. Du coup j'essayais de suivre le rythme de cette histoire, mais c'est sûr que c'était pas simple d'être dans des moments extrêmement prenants et d'un coup on relâche toute la pression. Fallait essayer de suivre et de garder le rythme et surtout de ne pas lâcher l'histoire en cours de route. Voilà, donc ça reste une histoire avec pas mal d'action. Pour ce qui est de l'univers, je l'ai plutôt bien apprécié, cette histoire d'île, de banquet, les dieux, la mythologie, en fait tout ça reste très intéressant, mais pour moi il y a un manque de développement. J'aurais aimé d'en savoir plus sur la mythologie de l'île qui a l'air juste dingue, et vraiment c'est un univers qui a beaucoup de potentiel, mais puis qui pour moi est resté assez lisse et plat dans cette histoire, parce qu'on s'est vraiment concentré sur le personnage et sur sa volonté de gagner à tout prix cette compétition, et pour moi du coup il y a quelques lacunes au niveau de l'univers. Ça reste pourtant une plume qui a été très prenante, fluide et travaillée, et qui m'a permis en fait de lire ce roman dans son entièreté. Et j'ai aussi eu une petite atmosphère qui m'a plu, un peu à la Hunger Games. Voilà, donc avec cette compétition, avec plusieurs participants qui meurent au fur et à mesure du roman. J'ai bien aimé retrouver cette ambiance, mais c'est vrai que voilà, il y a eu quelques lacunes au niveau de l'univers, de l'intrigue qui pour moi est en dents de scie, et d'un personnage qui n'est pas assez attachant pour moi. Et quant à la fin, elle m'a extrêmement frustrée, je ne l'ai pas forcément comprise, je voulais plus en fait. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop abrupte et qu'elle nous laissait vraiment sur notre fin, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça allait bien pendant tout le roman, et vraiment cette fin m'a laissé un peu pantoise, et j'aurais aimé en avoir plus, mais bon ça reste quand même une bonne lecture que je vous recommande quand même. On passe à l'avant-dernier roman de cette update lecture, il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Ici c'est un roman qui se déroule au Japon, on va suivre Julian, qui est un garçon, un adolescent qui va au lycée et qui est encore endeuillé de la mort de son amoureuse, qui était en fait la sœur de son meilleur ami, Tsukiro si je ne me trompe pas. Sauf qu'il a occulté ce qui s'est passé le jour de cette mort assez mystérieuse, et va décider, influencé par son ami Haru, de se lancer dans une enquête sur ce qui s'est vraiment passé, et va découvrir un peu le passé de la famille de son meilleur ami qui est pour le moins étrange. C'est un roman que j'ai énormément aimé puisqu'il m'a beaucoup surprise par beaucoup de points. Bon, on suit déjà le personnage de Julian, c'est pas un personnage qui m'a plu. Pourquoi? Puisqu'en fait c'est un personnage qui fait énormément de caprices, qui se cherche des excuses pour toutes les erreurs qu'il fait en permanence, ou rejette ses erreurs sur les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui recherche tout le temps à être parfait, et qui du coup n'hésite pas à faire du mal aux autres autour de lui. On apprend au fur et à mesure, même si je me suis pas forcément attachée à lui, qu'il a vécu des choses assez traumatisantes, mais ça explique seulement une partie de son comportement, et ça ne l'excuse en rien par rapport à certaines attitudes qu'il peut avoir avec les gens de son âge ou avec sa famille. Mais ça reste un personnage qui est assez intéressant à suivre durant toute l'histoire tout de même. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Céline Chevet elle a pas mis de côté les personnages secondaires, et on a une alternance de points de vue et d'histoire. Même si Julian reste le personnage principal, on suit l'histoire de son meilleur ami et d'autres camarades de sa classe, et du coup c'est assez intéressant d'avoir d'autres points de vue sur le comportement de Julian et sur tout ce qui se passe avec cette famille qui est assez étrange, et du coup voilà, j'ai bien aimé que les personnages secondaires soient pour une fois pas mis de côté et soient vraiment développés. Pour ce qui est de l'intrigue, il y a pas mal d'actions, on s'ennuie absolument pas dans ce roman, on est dans une atmosphère qui est à la fois entre tension, apaisante, enfin c'est assez étrange. L'autrice elle nous plonge vraiment dans un roman entre malédiction, mystère, c'est très intéressant l'atmosphère qui se dégage de ce roman, et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ça se passe au Japon, qu'on en découvre beaucoup plus sur leur vocabulaire, sur leurs habitudes, sur l'atmosphère qui se dégage du Japon, et c'est la première fois que je lis un roman qui se déroulait là-bas, et ça me donne très envie d'en découvrir un peu plus sur la mythologie japonaise. Voilà, donc au niveau de l'univers c'était assez intéressant et prenant, je vais pas mentir, mais
pour l'intrigue, même si elle est intéressante, pour moi il y a des retournements de situation qui sont beaucoup trop prévisibles. J'ai été dans le roman une seule fois surprise sur beaucoup de retournements de situation, et pourtant il y en a beaucoup, mais je les ai tous anticipés sauf un vers la fin, mais ça ne m'a pas permise de rattraper la surprise qui avait été un peu gâchée durant tout le roman. Ça reste quand même une excellente lecture et je sais que beaucoup de gens ont été surprises par ce roman, donc n'hésitez pas quand même à le découvrir parce qu'il est vraiment bon. Et je pense que la dernière chose à dire, c'est que la plume de Céline Chevet, c'est vraiment une plume qui est faite pour les amoureux et les amoureuses de la lecture. C'est une plume qui est travaillée, qui est lyrique, qui est super apaisante, mais à la fois, au fur et à mesure du roman, elle arrive à apporter de la tension, du mystère et de la pression à son lecteur ou à sa lectrice, et c'est terriblement intéressant et prenant, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu lire le roman jusqu'au bout et qu'il m'a prise vraiment aux tripes jusqu'aux dernières lignes. Voilà, donc ça a été une excellente lecture cette fois-ci, que je regrette pas d'avoir fait, et je vais suivre un peu plus les sorties et les parutions de cette autrice, et aussi des romans qui parlent de la mythologie japonaise et qui vont sûrement beaucoup plus m'intéresser aujourd'hui. On va passer au dernier roman de cette update. Il s'agit du 5e roman que j'ai lu le plus récemment finalement. Il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Ici c'est un roman dont j'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup entendu parler de Vincent Tassi, de sa plume et de sa manière de narrer des histoires. Et malheureusement ça l'a clairement pas fait avec moi, ça a été une déception, je vais pas vous mentir. Et ici en fait on va suivre une histoire qui est assez floue, et même le résumé reste assez flou et vague, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. En fait on suit une dame qui est connue pour être une dame en noir, qui vit seule et qui va décider d'enlever un jeune homme aux cheveux blancs, qui a la particularité d'avoir des cheveux blancs, mais qu'elle va croiser sur sa route, et de vivre une histoire d'amour avec lui. Je veux pas forcément vous en dire plus parce que c'est même un roman qui est compliqué à expliquer en termes de résumé, et même au niveau de l'histoire, enfin tout est complexe et vague et bizarre. C'est un roman qui ne l'a pas fait avec moi, j'ai pas du tout accroché. Il est indéniable que Vincent Tassi a un vrai talent pour raconter des histoires et pour écrire, et il a vraiment une très belle écriture. Mais j'ai pas du tout accroché avec ce style, mais je comprends pourquoi il a eu autant de succès avec d'autres lecteurs et lectrices. Ici du coup on va suivre une pléthore de personnages, une galerie de personnages assez divers et variés qui viennent d'époques historiques différentes. C'est une histoire qui se déroule sur plusieurs siècles, et c'était assez intéressant quand même d'avoir plein de personnages, mais dès le début j'ai peu accroché avec ces personnages parce qu'ils m'ont tous paru très étranges, complètement perchés et à l'ouest, tous à peu près sans exception. Il y a seulement un personnage qui a vraiment réussi à m'accrocher et avec lequel j'ai vraiment ressenti des émotions, c'est le personnage d'Egmont en fait, qui est un personnage qui vient du 18-19e siècle, quelque chose comme ça, et qu'en fait c'est un aristocrate qui est obligé de se marier à une femme qu'il ne connaît à peine, voilà les mariages forcés de l'époque, et en fait il est amoureux, il vit le plus grand amour de sa vie avec un homme, et c'est vraiment un personnage, j'ai vraiment réussi à ressentir son effroi, sa peur au fur et à mesure de ma lecture, et à vraiment partager ses émotions, mais c'est le seul personnage, et pourtant il y en a quand même une sacrée galerie, mais voilà, ce sont des personnages qui ont tous un passé qui est extrêmement flou, et j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à eux parce qu'ils sont vraiment mais à l'ouest total, à faire des divagations en permanence, et voilà, j'ai vraiment pas réussi à accrocher aux personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, il y a un rythme qui est indéniable grâce à l'alternance des points de vue des personnages, parce qu'on va alterner les chapitres. Pourtant, j'ai trouvé ça extrêmement long. Il y a très peu d'action, de retournement de situation, de surprise. Et le problème, c'est que l'auteur nous a laissé dans un flou total en permanence. Il est assez vague dans ses idées et il est très flou, rien n'est vraiment expliqué, tout est alambiqué, et du coup on a l'impression vraiment de marcher à reculons dans un brouillard, et on ne voit absolument pas où est la sortie et quelle est l'intention de l'auteur avec ce roman et son intrigue. Donc on essaye de la découvrir sans jamais réussir vraiment à le faire, et j'ai été vraiment en fait perdue dans cette histoire, et pourtant les éléments ont l'air bons, mais j'étais perdue, et c'est à peu près la même chose du côté de l'univers. À force de rester flou, et ben en fait il y a très peu d'explications, donc on est un peu perdu. Les éléments nous sont donnés au fur et à mesure, mais on sait pas trop quoi en faire. Il y a quelques éléments historiques qu'ils ont apportés en plus de la chronologie que j'ai apprécié, mais c'est un peu les seuls éléments de l'univers que j'ai apprécié. Évidemment c'est un roman fantastique, donc vous avez des créatures, et les créatures utilisées ici, c'est pas des créatures, c'est des créatures qui sont classiques pour moi, mais si la mythologie est bien exploitée et originale, c'est intéressant, mais pour moi la mythologie était beaucoup trop classique et beaucoup
enfin pas assez expliqué, ça manquait cruellement d'explications et c'était beaucoup trop flou et vague. Et finalement c'est ce que je reproche aussi à La Plume, même si La Plume elle est lyrique, elle est travaillée et on sent vraiment qu'il y a un véritable don pour la narration, j'en doute pas, mais à vouloir faire trop lyrique et trop travaillé, à un moment l'auteur m'a totalement perdue entre divagation, introspection des personnages, je ne savais plus quelle était l'intrigue, quelles étaient les réflexions personnelles de tous les personnages qu'on suit quand même, faut réussir à suivre tous ces personnages et du coup La Plume m'a paru un peu too much malgré le travail qu'il y a derrière par le fait qu'en fait elle m'a perdue à de nombreuses reprises et du coup voilà c'est un roman qui m'a totalement perdue dans l'ensemble et qui n'a pas vraiment réussi à m'accrocher et qui manque pour moi de développement et d'originalité mais bon ça reste un roman qui a beaucoup plu à beaucoup de gens donc n'hésitez pas à ne pas vous arrêter à mon avis et à vous faire votre propre avis parce que je sais que ça a été un coup de cœur pour plein de gens. Mais vraiment moi ça l'a pas fait avec moi, je pense sincèrement que c'était pas le style de lecture qui était peut-être pour le moment faite pour moi. Mais voilà, ça n'a pas été une très très bonne lecture mais je vous recommande de vous faire votre propre avis sur ce roman. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers le site du Plib ainsi que vers le site de Booktubers App et ainsi que toutes mes chroniques sur ces romans si vous voulez plus de détails. La campagne pour le Plib 2020, donc si vous voulez être jury pour l'année prochaine, pour la 3e session, est ouverte. Évidemment il y a quelques critères à remplir mais vous pouvez toujours y participer, il n'y a pas forcément besoin d'être critique littéraire, vous pouvez juste avoir une chaîne YouTube, un blog ou bien juste des réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir tous les critères en barre d'infos. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!